autrui. Je trouvais que pour vous, ce serait plus intéressant aussi. Je vais revenir d'abord sur des choses qu'on a vues un petit peu globalement lors de ces journées d'études. Donc, l'a priori, et si l'on en croit l'étymologie du terme, toujours simpliciter prius, donc antérieurement et déjà posé. Et il peut méthodologiquement et épistémologiquement apparaître sous diverses formes. Donc, comme nous l'avons vu, sous la forme d'une anticipation qui prévoit notre visée des objets avant de les connaître effectivement, donc par exemple un préjugé ou une croyance active, sous la forme d'une supposition, indémontrée, voire indémontrable, qu'on admet d'emblée comme principe indispensable d'un système, donc par exemple un présupposé ou un postulat comme en mathématiques, ou encore sous la forme d'un ensemble de conditions qui restreint notre expérience des objets, par exemple un biais, un paradigme de pensée, un protocole expérimental comme en science. Et dans ce cadre, je tenterai de questionner nos divers a priori, eu égard à un certain type d'objet, comme l'a souligné Anya, le problème de la relation à autrui, qui est un problème vraiment récurrent dans l'histoire de la philosophie. Donc on va vraiment passer par l'histoire de la philosophie, et y compris en philosophie contemporaine. Comment comprendre en effet la réciprocité du rapport à autrui à partir d'une appréhension d'autrui faite a priori et de manière unilatérale par un ego? Habituellement, dans le langage courant, comme nous le savons, avoir des a priori sur autrui revient bien sûr à se faire des préjugés, donc à avoir des opinions précipitées. Or, la philosophie est considérée traditionnellement depuis l'Antiquité comme rupture avec les opinions communes dont les préjugés, en vue d'ériger ce qu'elle appelle une épistémé, un véritable savoir. Néanmoins, parviendrait-elle à considérer pour autant la figure d'autrui indépendamment par rapport à une quelconque autre forme d'a priori, autre qu'un préjugé? Les philosophes, depuis notamment Aristote, n'ont-ils pas l'habitude d'employer l'expression d'alter ego, par exemple, littéralement un autre soi-même, pour désigner autrui? Ne serait-ce pas une manière de contourner le problème de la connaissance effective d'autrui en postulant ce présupposé indémontré d'une altérité à laquelle nous pouvons nous identifier? Nous chercherons donc dans un premier temps à montrer comment l'impossibilité de connaître adéquatement l'objet autrui conduit à supposer sans démontrer son caractère d'alter ego. Puis nous analyserons par le biais plus précisément de la phénoménologie que si nous pouvons connaître autrui comme objet, du fait même qu'il incarne une conscience pour lui-même, peut-être serait-il préférable alors de le reconnaître en tant que structure autrui qui occupe une place primordiale dans la perception que nous faisons du monde. Cependant, nous signalerons là encore que cette proposition repose à présent sur un nouveau cadre a priori, celui d'une co-appartenance du moi et d'autrui à un même monde. Enfin, face à ces remises en question tant méthodologiques qu'épistémologiques, d'une conception a priori de la relation à autrui, nous tenterons de proposer un nouveau paradigme de pensée, d'événement, pour s'ouvrir finalement à une véritable rencontre avec autrui. Donc, l'événement de la philosophie, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, permet, comme nous le savons, à la fois à l'homme grec de se penser à travers un nouveau modèle de société politique, où l'agora prend une place importante, ainsi que de se penser comme capable d'une connaissance universelle. Or, le fait même de réfléchir sur l'homme en société pose d'emblée la présence d'autrui comme donnée première de cette réflexion et impose à la philosophie, par conséquent, dès ses débuts, de s'interroger sur le statut de la relation du moi à autrui. Le chapitre 13 du livre 7 de la politique d'Aristote se révèle assez signifiant en stipulant la spécificité de la nature humaine par opposition aux autres espèces, notamment animales. L'homme serait un étrange animal, donc de type raisonnable, où sa propension à la pensée se manifesterait donc dans ses gestes signifiants, dans les comportements volontaires qu'il effectue, puis dans son expression verbale et articulée. Or, ces divers éléments paraissent d'emblée être également le signe extérieur de la présence d'autrui. Autrui représente, parmi tout ce qui nous est finalement extérieur et étranger, un être qui accomplit des gestes et des comportements similaires aux miens, ou encore un être avec lequel je communique par le biais du langage. Il semblerait par conséquent nécessaire d'émettre une distinction conceptuelle entre autrui et le simple autre, entre ce qu'on appelle l'autre moi et le non-moi. Comment définir plus précisément cet autrui, cet autre moi? Autrui serait, donc, comme nous l'avions dit en introduction, un alter ego, alliant par définition altérité et identité avec soi. Donc, juste à ce propos, Aristote, dans son éthique à Nicomaque, il précise l'alter ego est quelque chose de moi-même, autre du fait qu'il est séparé. Il y aurait donc une séparation de corps, mais une unité de nature entre autrui et le moi. Et c'est cela qui, selon Aristote, rendrait possible une communauté politique, dont les membres, pourtant libres dans leurs choix et actions, s'orienteraient vers la même fin, finalement, le bien public. On voit donc ici, d'emblée, que l'on passe sans transition, en réalité, d'un signe extérieur d'autrui à une commune nature entre le moi et autrui. Et cette façon de désigner autrui comme alter ego se fonde sur un procédé en réalité analogique, où ce que j'en dis est dérivé de ce que je sais de moi-même. Donc notamment l'usage de la parole, les comportements sensés, la recherche de l'intérêt commun, etc.
L'analogie, effectivement, par définition, pose un principe de ressemblance entre deux êtres ou deux choses par la subvention de leurs différences respectives sous la généralisation de leurs aspects communs. En d'autres termes, ici, le raisonnement analogique permettrait de penser autrui sous le modèle du moi, en découvrant des traits du moi dans l'autre, et supposerait ensuite, par la suite, une nature commune entre le moi et autrui. Par ce biais, est-ce qu'on pourrait dire, dans ce cadre, que ce jugement analogique reposerait sur un certain a priori? En tant que jugement, il ne s'assimile pas à un a priori dans le sens d'un préjugé, comme nous l'avions vu en introduction, car il ne repose pas sur une opinion très réflexive. Et en effet, tel que le stipule bien plus tard Descartes, au paragraphe 14 de sa seconde méditation métaphysique, donc je vais citer une citation un peu longue mais qui est bien connue, si par hasard je regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, et cependant que vois-je de cette fenêtre, ce sont des chapeaux ou des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes qui ne se remuent que par le sort. Mais je juge que ce sont de vrais hommes, et ainsi je comprends par la seule puissance de juger qui réside dans mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. On comprend ici que ce n'est pas par la simple modalité de la perception que nous pouvons identifier autrui et le moi, d'où le contre-exemple pris par Descartes de l'automate. Nous ne pouvons identifier autrui avec le moi que par le biais d'une représentation mentale de l'esprit ou d'un jugement. C'est donc un supplément qui s'ajoute à notre perception initiale pour pouvoir distinguer l'altérité matérielle et l'altérité d'autrui. Nous jugeons ensuite, par conséquent, une appartenance commune entre autrui et le moi. Il ne peut donc pas s'agir littéralement d'un préjugé. Mais ce jugement, fondé sur la méthode de l'analogie, conduit en réalité à un présupposé, indémontré et indémontrable, car déduit a priori, à savoir l'identité de nature entre autrui et le moi. Dans l'expérience, en effet, nous ne pouvons avoir qu'une évidence de la présence d'autrui sans preuve de sa nature. Autrui serait donc considéré comme non semblable à partir d'un postulat a priori d'une nature universelle avec le moi. En somme, il semblerait, à eu égard à cette première partie de notre présentation, que la philosophie, comme principe et classique, bien qu'elle répudie les préjugés, ne s'extire pas d'une appréhension a priori des êtres qu'elle cherche à connaître. L'a priori désignerait à présent un présupposé, un démontré qui repose sur une certaine méthode, le jugement analogique, et qui advient un certain résultat épistémologique, à savoir l'idée d'autrui comme autrement. Cependant, en procédant de cette manière, on ne chercherait pas véritablement, et ça paraît évident, à connaître autrui pour lui-même, mais tel qu'il serait pour soi. C'est la raison pour laquelle, notamment Malebranche, disciple de Descartes, souligne dans De la recherche de la vérité que nous ne connaissons les autres hommes que par conjecture. Nous prétendons, pour obvier à ce problème épistémologique, justement, qu'ils soient de même espèce que la nôtre, sans avoir aucune vérification possible dans l'expérience. Et cet auteur précise ensuite, la connaissance que nous avons souvent des autres est fort sujette à l'erreur si nous n'en jugeons que par les sentiments que nous avons de nous-mêmes. Il faudrait ainsi tenter de comprendre la spécificité de l'altérité d'autrui sans la réduire au moi, en pensant un autre que moi plutôt qu'un autre moi. Il faudrait ainsi éviter de réduire autrui à un simple rapport d'équivalence avec le moi, car cela conduit en réalité à faire d'autrui non plus tant une autre conscience finalement qu'une chose construite par l'intellectualisme du moi. Il a souvent été critiqué en effet dans l'histoire de la philosophie, le solipsisme déguisé, voire inavoué de Descartes, pour reprendre des expressions assez célèbres de Merleau-Ponty. Pour l'auteur, en effet, des méditations métaphysiques, il n'y a pas d'autre esprit que le sien. Seul son cogito, en effet, résisterait au doute hyperbolique imposé par la figure du malingénie. Donc, tant l'existence des autres hommes que l'existence du monde extérieur paraît incertaine. Et c'est la raison pour laquelle on peut remarquer dans ces ouvrages que les célèbres analyses du morceau de cire et des hommes se mouvant par le sol, ou la station précédente, se répondent en fait significativement. La cire, comme l'homme, finalement, se résume à ce qu'en juge et dit l'ego. Ce qui conduira Jean-Luc Marion, dans ses questions cartésiennes, à qualifier ces hommes analysés par Descartes d'hommes de cire. Par conséquent, non seulement autrui se trouverait réduit par une telle approche aux représentations de ma subjectivité, mais en outre, il se trouverait assujetti au même rang qu'un objet, voire qu'une cire, ce qui pourrait d'emblée en venir à critiquer le fait même de pouvoir encore parler d'alter ego. C'est dans ce contexte que les phénoménologues du XXe siècle se positionnent à l'encontre de la philosophie cartésienne pour penser une nouvelle forme d'intersubjectivité. Dans l'alternative, en effet, d'éviter ce survol du regard qui transforme ces hommes en chapeau et en manteau, Merleau-Ponty substitue à la conscience désincarnée une conscience incarnée dans le monde. L'incarnation de la conscience dans un corps impliquerait désormais une réciprocité du sentir et de la vision, où en effet le corps se sent sentant, mais se sent également senti par l'autre, phénomène dont on peut aisément faire l'expérience dans la vie quotidienne. En d'autres termes, autrui se trouverait ici considéré à présent comme une autre conscience, finalement. Compris comme champ perceptif, comme vision sur le monde, autrui ferait monde, à proprement parler, et ne serait plus une simple présence dans le monde à la manière d'un objet ou d'une chose.
Ainsi, la position initiale entre le pour autrui et le pour soi, retrouvée dans l'Antiquité et dans l'époque classique, se substitue désormais une structure chiasmatique de la vision d'autrui et du moi, où je cite Merleau-Ponty, mon être pour moi, mon être pour autrui, le pour soi d'autrui et son être pour moi. Autrement dit, j'ai un sentiment de moi-même qui est différent de la perception qu'autrui se fait de moi, et également autrui un sentiment de lui-même différent de la perception que je me fais de lui. Et ce qu'on peut surtout constater ici, c'est qu'il n'y a plus la possibilité de réduire autrui à ce que j'en dis et pense. Puisqu'il est devenu, en fait, étant donné que désormais on incarne chacun un corps vécu, il est devenu impossible pour moi de coïncider avec autrui, de vivre ce qu'il vit ou de voir ce qu'il voit. Selon cette célèbre expression de Merleau-Ponty, autrui est devenu une expérience interdite, un impossible pour moi, et semblerait enfin conserver sa radicale altérité. Il est devenu encore, comme le souligne Husserl, un invisible endroit, ce qui le différencie d'une chose qui ne peut être invisible de fait, car il suffit par exemple de faire le tour d'une chose pour pouvoir la percevoir intégralement. Faire le tour d'autrui, on ne pourra jamais en connaître toutes ses pensées. Donc cependant, pour ne pas en rester à une telle aporie, les phénoménologues doivent comprendre dans ce contexte comment une conscience individuelle peut rejoindre une autre conscience individuelle. Et à ce problème s'en ajoute un second. La phénoménologie s'est constituée depuis l'idée de la phénoménologie de Husserl en 1907 comme une mise entre parenthèses qu'il appelle une époquée du monde afin d'en saisir son sens par une conscience qui serait devenue constitution du sens du monde. L'ego apparaît ainsi tel la conscience de tout sens d'être. Et dans ce cas, de l'avènement d'une autre conscience constituante, par la présence d'autrui, peut paraître contradictoire. Comment indiquer ainsi à la fois une aporie d'intersubjectivité et une contradiction épistémologique? La solution trouvée par Husserl et reprise par Merleau-Ponty est alors de penser, je cite Husserl dans Sur l'intersubjectivité, un monde commun et une pluralité d'égos unis en une même communauté. Ou, je cite Merleau-Ponty, dans Le visible et l'invisible, ces vues et les miennes sont d'avance insérées dans un système de perspectives partielles référées à un même monde où nous coexistons et où elles se recoupent. Soit autrui percevait différemment le même monde et les mêmes choses que je perçois. Et par conséquent, il y aurait à la fois un monde un dans son origine commune, mais multiple dans ses différenciations perceptives. Plus précisément, autrui permettrait de compléter ma vision qui est toujours lacunaire des choses, du fait même que j'incarne un corps qui est situé dans un point de vue de l'espace. Il me permettrait notamment de voir des aspects d'un objet que je ne vois pas, justement parce que mon corps est situé. Or, si cette façon de concevoir le rapport à autrui ne pense pas une stricte équivalence entre l'autrui et le moi, puisque la perception d'autrui montre désormais les limites de ma propre perception, et inversement, néanmoins, cette structure autrui qui me permet de compléter ma propre perception du monde suppose toujours une conformité ou une correspondance entre ses points de vue et les miens. Il y a toujours entrelacement, intersection, solidarité, à l'image d'un chiasme. Ne serait-ce donc pas une autre manière, certes plus subtile, de réduire autrui à ce qu'il peut m'apporter et donc de le ramener encore une fois à soi, de le réduire à une modalité dérivée de ce qu'ils appellent un ego originaire ou un ego transcendantal duquel je suis moi-même dérivé. D'autant plus que le courant phénoménologique vise à donner ces belles lettres à l'alter ego qui avait été mis à mal par la pensée cartésienne comme nous l'avions vu. Il semblerait donc que la phénoménologie, à son tour, repose sur un principe a priori qui consiste en une sphère de co-appartenance d'autrui et du moi à un même monde, où la prémisse apparenterait ici non plus à un préjugé ni à un présupposé, mais à une sorte de cadre, une sorte de paradigme pour appréhender la figure d'autrui, le cadre de l'évidence d'un monde unique. Cela reposerait sur une nouvelle méthode, désormais phénoménologique, et adviendrait un résultat épistémologique, autrui comme autre point de vue sur le monde, comme autre que moi, mais qui n'est pas forcément comme autre que soi. Il paraîtrait ainsi que tant la pensée cartésienne que la pensée phénoménologique ne permettent pas de penser une véritable relation d'autrui et du moi. La première ne peut s'extraire d'un solipsisme sourd. Elle se contente finalement elle ne considère finalement de certains que son propre cogito, la pensée de Descartes. Et la seconde ne peut s'extraire de ce qu'on pourrait appeler un solipsisme de l'ego, car bien qu'autrui est désormais reconnu comme une pensée incarnée, je ne peux avoir accès au contenu de sa pensée. D'où une forme de paradoxe où on est ainsi dans un solipsisme à plusieurs. S'il peut sembler légitime, en effet, de dire qu'autrui peut représenter une autre version du même monde que le mien, parce qu'il perçoit autrement ce que je perçois, ou parce qu'il extrait une autre signification de la chose que je suis également en train de penser, ou encore parce qu'il utilise d'une autre manière le même objet que je suis également en train d'utiliser, néanmoins, ne pourrait-on pas également dire qu'autrui peut aussi absolument renverser mon monde, contrairement à ce qu'affirme Merleau-Ponty? Comment expliquer sinon la possibilité de collusion entre les mondes sociaux, ou encore ce qu'on nomme habituellement le choc culturel? À côté de l'entre-là, phénoménologique, devrait donc pouvoir en effet se penser l'entre-choc. Et qu'est-ce que de perspective agonistique nous révèle-t-elle? Que littéralement, on n'est pas du même monde. Ce qui peut expliquer la diversité des faits sociaux, en tant que norme de pensée, de sentir, d'agir selon les pays, ou encore ce que l'on pourrait nommer dans le cadre du droit un positivisme juridique.
Il n'y a pas simplement plusieurs mondes possibles au sein d'un même monde réel, mais il y a effectivement plusieurs mondes réels. Et pourquoi une telle crise survient-elle? Parce que persuadé qu'autrui est notre alter ego, nous voulons juger son monde, y compris socioculturel, à l'aune et à l'étendard de mesure de notre propre monde. C'est ce que l'on retrouve notamment dans l'ethnocentrisme actuel, par le biais de ce qu'un philosophe camerounais, Pius Ondua, nomme aujourd'hui la raison unique du village planétaire. Il précise en effet qu'à l'heure de la mondialisation, qui s'accompagne de l'uniformisation des cultures, des économies, des politiques, etc., la raison unique occidentale est, je le cite, l'horizon de validité de tout discours et de toute connaissance. Soit elle ne veut pas admettre qu'un événement, littéralement, donc par exemple qu'autrui qui penserait totalement à l'inverse d'elle, puisse faire irruption dans son monde et le fissurer, voire le détruire, parce qu'il serait incompossible avec son horizon de sens et d'attente. En d'autres termes, elle ne veut pas admettre un pluralisme des rationalités, pour reprendre une autre expression de Paul Edgar, un autre philosophe camerounais, ou encore que nous pouvons envisager d'autres logiques et même transgresser notre logique pour des raisons logiques, comme le signale Edgar Morin. À la raison à raisonnement, qui procède par a priori, peut-être doit-on alors, dans cette condition, considérer l'événement autrui, et ainsi substituer un paradigme de l'événement au paradigme de l'a priori, pour enfin rencontrer l'altérité d'autrui. Plutôt en effet que de penser qu'autrui serait toujours déjà là, prêt à nous être solidaire, nous devrions comprendre comment autrui peut parvenir, outre à nous montrer le caractère limitatif de notre propre monde, comme le fait déjà la phénoménologie, à nous suggérer de voir les choses de son point de vue. Et qu'est-ce que cela pourrait concrètement signifier, de voir les choses de son point de vue, du point de vue d'autrui? Donc, ce pourrait être le cas, par exemple, d'une personne, donc je vais prendre plusieurs exemples à chaque fois pour vraiment voir les choses concrètes. Donc, le cas d'une personne qui serait complètement perdue sur une route et qui ne pourrait pas de ce fait ouvrir son point de vue sur le monde à partir de son propre être, mais uniquement à partir d'un autre être qui ne serait pas encore là, à l'image de la figure d'autrui qui viendrait apparaître sur son chemin et à l'aider à retrouver sa route. On aurait besoin, dans ce cas, de prendre la vision d'autrui comme seule garante de vérité, indépendamment de nos valeurs ou indépendamment de nos croyances. Cet exemple, pris par le philosophe qui travaille sur la question de l'événement, Henri Mavinet, suppose d'emblée que l'ouverture événementielle au point de vue d'autrui se distingue nettement de l'ouverture intentionnelle ou de type phénoménologique de notre point de vue sur le monde. Cet exemple individuel pourrait aussi se retrouver dans le cas plus social du migrant, par exemple, qui, contrairement aux touristes, cherche à s'intégrer et à comprendre de l'intérieur les coutumes du pays dans lequel il cherche à habiter, par le biais de l'intériorisation de ce qu'on appelle l'habitus, donc la manière d'être des individus d'une société. C'est pour cette raison que Alfred Schutz, dans L'étranger et ses psychologie sociale, stipule que les migrants acceptent finalement de se retrouver dans une situation de crise, dans un entre-deux, entre son monde originaire, auquel il n'appartient plus véritablement, et le monde dans lequel il habite, mais auquel il n'appartient pas encore. Il accepte donc de voir l'événement autrui faire rupture avec ce qu'il pense habituellement, pour voir de son point de vue. Une telle ouverture événementielle permettrait consécutivement aussi de mieux comprendre les enjeux de la réappropriation culturelle. Et je pense que c'est aussi peut-être un lien avec la traduction qu'on a vue tout à l'heure, tel que le souligne Achille Mbembe dans son ouvrage Brutalisme. Les musées occidentaux, en décontextualisant les œuvres d'art, par exemple africaines, ont intimement symbolique et qui étaient notamment chargées de sens, d'un sens pris dans le contexte de la situation, n'aurait fait que défigurer en quelque sorte ces objets. Car un objet qui change de monde socioculturel à l'image du migrant, bien sûr, acquiert de nouvelles significations et de nouvelles valeurs. Ce qui pose ultimement ensuite le problème de la restitution de ces œuvres d'art qui ont été réappropriées par une autre culture. Et donc ici, voir les choses du point de vue d'autrui, ce serait peut-être voir les objets, non pas décontextualisés, mais contextualisés dans leur propre culture, et non pas se les réapproprier. Cette tentative de se transcender d'un monde culturel à un autre se retrouve aussi, par exemple, dans la pratique de la danse, en particulier l'improvisation, où le langage du corps, qui est pensé collectivement, peut remplacer les langues culturelles de chacun. Dans l'improvisation, en effet, ce qui se passe, c'est qu'il s'agit d'accepter d'opérer une soustraction de notre propre monde, de nos habitudes, par exemple, nos habitudes corporelles, quand on fait l'improvisation corporelle, en refusant tout cadre ou toute structure a priori bien délimitée pour constituer collectivement une composition instantanée. Et d'où, par conséquent, un vide qui émerge dans notre monde, corollaire du risque de l'échec, corollaire aussi de l'ouverture toujours à l'inattendu et à l'imprévu. Et finalement, l'improvisateur, à l'image du migrant, à l'image de l'objet culturel, se retrouve lui aussi dans un entre-deux, entre le vocabulaire technique acquis par son corps, mais aussi l'ouverture infinie des possibles, en laissant autrui constituer son propre mouvement. Enfin, outre ces développements individuels, sociaux, culturels, artistiques, on pourrait peut-être, alors vous me direz, parce que je ne suis pas spécialiste de droit, mais je ne sais pas, peut-être trouver un exemple d'application dans le domaine du droit. Il me semble qu'il y a une troisième voie qui semble se former en mettant donc d'une part l'assimilation des droits subjectifs à des valeurs absolues, ce qu'on appelle le individualisme juridique dans une perspective plutôt libérale. D'autre part, nous avons la perspective extrêmement normative de l'État dans une forme, je crois, d'institutionnalisme juridique.
Et puis, il y a une troisième loi qui semble se former avec l'approche relationnelle en droit, inspirée notamment de la doctrine américaine avec Jennifer Libeskind, ou pensée aussi par des professeurs en droit privé français comme Emmanuel Geland. Et donc, il se pourrait que cette tentative de reconsidérer le juridique au sein de micropolitiques, au sein de micro-pouvoirs, au sein d'un schéma de relation, puisse peut-être faire là encore émerger la possibilité d'un imprévu, d'un accident. Ça permettrait par exemple, dans le cas d'un contrat relationnel, de pouvoir réviser par imprévision le dit contrat sans perdre la force obligatoire du contrat. Ou encore, ça permettrait de rendre compte d'un pluralisme juridique selon les différentes cultures, en soulignant comment des moyens divers peuvent être mis en œuvre par des pays en vue de favoriser certaines valeurs plutôt que d'autres. Ces exemples soulignent donc la pensée de l'avènement d'une rupture qui opère un vide, un trou de notre monde et nous fait ouvrir les yeux à un autre monde, celui d'autrui. C'est précisément la façon dont on peut décrire le cadre, le paradigme de l'événement qui se trouve exposé, entre autres par Henri Madinet dans Penser l'homme et la folie. Donc, je le cite, il s'agit d'un événement-avènement qui est à la fois éclatement du monde dans lequel nous avons habituellement confiance et éclosion ou percée d'un autre monde. D'où l'idée d'être toujours entre deux mondes comme suspendu. En conclusion, nos a priori posent toujours problème quant à la relation à autrui, que ce soit un préjugé, un présupposé indémontré ou encore un cadre paradigmatique. Dans ces trois cas, il s'agit finalement, comme nous l'avions vu, d'englober autrui, ou dans mon opinion active, ou dans ce que j'en juge, ou encore dans les valeurs constitutives de mon propre monde. Être en relation avec autrui, c'est au contraire admettre qu'autrui puisse apporter des modifications à mon monde et à moi-même. Soit c'est admettre que la relation entre autrui et le moi puisse changer effectivement les termes reliés. Or, pour penser une véritable interconnexion, à défaut d'une simple intersection, comme le pense la phénoménologie, entre des mondes respectifs, c'est-à-dire pour penser finalement le passage d'un monde originaire à un autre monde, qui s'ouvre à la présence d'autrui, il faudrait penser le paradigme de l'événement comme cadre de nos relations. Seul l'événement, à contrario de l'a priori, nous permet de devenir autre par une relation constituante et constructive. Je vous remercie. Merci infiniment, Alessandra, pour cet exposé extrêmement stimulant, extrêmement riche, avec en plus un effort ici de mettre un pied dans l'inconnu, en tout cas dans l'autre discipline. Est-ce que, avant qu'éventuellement j'ouvre à ma façon la discussion, il y aurait des questions de la part de la salle, qu'elles soient présentielles ou virtuelles, pour peut-être engager un échange avec Alessandra? Arnaud, je t'en prie. C'est une question très simple. Est-ce que